merci à toutes et tous de vous être engagés sur un pitch aussi énigmatique. Voilà ce terme de données situées, situated data, qu'on va essayer précisément de situer, de définir, de voir à quoi ça correspond et surtout de voir la manière dont on peut le mobiliser pour avoir une lecture citoyenne de la donnée et pourquoi pas en faire une méthode d'élaboration finalement d'une forme de charte d'approche citoyenne de la donnée, une nouvelle exigence. Alors, avant toute chose, je vais donc vous partager mon écran. Et il m'a été demandé au passage de faire un petit écart par rapport à mon programme initial, puisque à l'occasion des débats qui se déroulent actuellement dans la métro du Grand Poitiers, dans la métro, pardonnez-moi, mais après voilà, elle a l'âme d'une métropole, mais ça n'est qu'une communauté urbaine. À l'échelle du Grand Poitiers se lance un grand débat autour du déploiement de la 5G, des capteurs et de tous les enjeux du numérique liés à la donnée sur le territoire. Et il se trouve que il y a un mois de ça, une vidéo a été publiée par le Grand Poitiers sur YouTube qui évoque la question du territoire et des données, et je voulais vous proposer de regarder ça parce que ce n'est pas sans rapport et surtout c'est un exemple plutôt intéressant avec une approche bien documentée de ce que peut être la valorisation des données ouvertes au niveau du territoire. Je vais laisser la parole à la vidéo. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voyez bien le plein écran sur la vidéo? Oui, c'est bon. Oui. Alors ça peut partir. Imaginez le territoire du futur. Un territoire qui propose un équilibre durable entre ville et campagne, lien social et technologie, low-tech et high-tech. Au cœur de cet équilibre, une ressource que nous possédons tous aujourd'hui, la donnée. Partager et utiliser la multitude de données à disposition aujourd'hui permettra de mieux vivre demain. Il n'est pas question d'exploiter nos données personnelles pour les revendre et mieux nous cibler. Non, il s'agit de mieux comprendre nos usages, nos modes de vie pour faciliter notre quotidien. Collectés par des capteurs, compilés par des professionnels ou tout simplement renseignés par n'importe quel habitant, ces données permettent de proposer de nombreux services. Les possibilités sont infinies. Nous pouvons tous, individuellement, écrire les technologies de demain pour améliorer les services publics. Ça commence par comprendre tout le pouvoir que chacun d'entre nous possède, nos données. Les données, c'est par exemple le trafic routier, la météo, la qualité de l'air, les menus des cantines ou encore les horaires de bus. Elles sont précieuses. C'est en les partageant qu'elles serviront à développer les services de demain. Un demain plus conscient des enjeux environnementaux, plus respectueux des modes de vie, plus collaboratif. Par exemple, en aidant à mieux consommer. Demain, quand Lila se fera livrer son déjeuner qu'elle aura commandé sur uber.fr, elle ne fera pas que consommer local. Non, elle aura en fait commandé un repas préparé maison par Ernesto. Il aura été en relation directe avec les producteurs du coin qui ont partagé leurs infos sur leurs produits de saison en stock, leur prix, le tout optimisé en fonction du trafic et du meilleur itinéraire en temps réel, tant pour la livraison des produits frais que la commande de Lila. Lila ne le sait pas, mais en commandant sur la plateforme de vente à emporter, elle a exploité des informations que maraîchers, éleveurs, fromagers, usagers de la route et autres restaurateurs ont mis à disposition des citoyens pour offrir un service de vente à emporter local, responsable, raisonné et optimisé. Ces données collectées par différents outils comme le système d'information géographique doivent être partagées. C'est ça l'open data. Pour développer des usages et applications pertinents, les données doivent être préparées et structurées maintenant. Partager ces données aujourd'hui, c'est préparer demain. Voilà, donc merci à Sylvie et Séverine de m'avoir transmis la vidéo. Donc elle est disponible sur YouTube, en l'occurrence sur le compte de Grand Poitiers. Donc je vous invite à y faire un tour si vous voulez la réutiliser. Et je pense que c'est un bon support aussi de communication pour parler d'un open data un peu réaliste, ce qui n'est pas toujours le cas quand on entend des discours, que ce soit des collectivités territoriales ou des entreprises. Voilà, là on est dans quelque chose qui pour le coup est proche du terrain et des vraies pratiques.
Pour revenir à notre sujet du jour, qui précisément prend un peu le contre-pied, c'est-à-dire on n'est pas sur des données ouvertes, on n'est pas tellement sur des exploitations transparentes, on est plutôt sur la façon dont les données sont remobilisées et réutilisées de manière plus ou moins consciente et informée. On va reprendre ce terme de données situées. Donc, la proposition de pitch, c'est comment identifier les relations de pouvoir dans les données, ce qui déjà situe un peu mieux notre propos et les enjeux sous-jacents. Et avant ça, je voulais vous proposer juste une petite introduction, puisque nous sommes bientôt dans des temps moins confinés, que depuis peu nous avons élargi notre périmètre de circulation. Eh bien, j'ai failli faire un exemple avec que s'est-il passé la dernière fois que vous avez réservé au restaurant, mais en l'occurrence, ça me paraissait un peu trop de la science-fiction. J'ai préféré évoquer le cas de la révision de la voiture. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, qui n'est pas d'ailleurs une fiction, qui est très documentée, on verra par qui, on verra pourquoi. En l'occurrence, ce n'est pas celle de la révision elle-même, c'est celle de l'étape qui suit la révision, c'est-à-dire la question de l'évaluation du retour client. Depuis de nombreuses années, les équipementiers automobiles ont mis en place des systèmes d'évaluation de la qualité du service. Alors, ça peut prendre diverses formes, mais en l'occurrence, c'est généralement juste un petit questionnaire qu'on vous remet à la fin d'une opération, qu'il s'agisse d'une vidange, d'une révision ou bien éventuellement de la pose d'équipement, à l'occasion de laquelle vous avez un certain nombre d'items qui sont évalués suivant une échelle. Chez Citroën, comme chez beaucoup d'autres, c'est une série de notes sur 10 qui évalue les aspects de la prestation, aussi bien au niveau technique qu'humain, les délais, la qualité, la transparence, la clarté du propos, etc. Sauf que, en enquêtant sur ce phénomène, deux journalistes, Vincent Caucase et Ismaël Elissa, ont découvert que certains clients et certaines clientes se faisaient recontacter après avoir rempli le questionnaire, parfois même le lendemain même, pour des précisions et voire des demandes. On avait des responsables clients qui expliquaient que les notes étaient trop basses et qui les suppliaient de les modifier en les remontant en échange d'éventuelles réductions ou de lavage gratuit. En l'occurrence, c'est pas forcément note lamentable, hein, on parle pas de 0 ou de 2. Il y a des clients et des clientes qui sont fait contacter pour avoir mis un 6 ou un 7, voire un 8 sur 10, ce qui est loin d'être infamant, mais seulement sur certains items. Et la demande qui était formulée, c'était « Mettez-nous 9 ou 10 sur les items, révisez votre questionnaire, en échange de quoi on vous fera 10% sur la prochaine vidange ou on vous donnera un bidon de lave-glace gratuit. » Et en fait, en creusant un peu le sujet, les deux confrères ont réalisé que ces notes n'étaient pas, contrairement au slogan qui était affiché, une simple évaluation de la qualité de service en interne, mais que ce mécanisme de notation, en fait, avait des répercussions à deux autres niveaux qui étaient invisibles aux clients et clientes qui donc produisaient cette note. D'une part, c'est utilisé pour la part variable des salariés des équipementiers automobiles en question. Donc c'est un moyen de calcul, ça rentre en ligne de compte, et ça pèse, d'après les personnes que les deux auteurs de La Nouvelle Guerre des Étoiles, donc le livre dans lequel ils racontent, d'après ce qu'ils ont pu évaluer, ça pèse entre 3 et 5% de la fiche de paye, ce qui n'est donc pas négligeable à ramener à l'année entière. Et ensuite, c'est également utilisé comme modalité d'évaluation des cadres, c'est-à-dire que les gestionnaires de franchise ou bien de garagistes se retrouvent eux-mêmes directement mis en cause et questionnés sur les scores qu'ils ont recueillis au travers les questionnaires de satisfaction client à l'échelle du réseau qu'ils gèrent ou des franchises dont ils ont la charge. Ce qui fait que derrière une seule et même donnée, en l'occurrence quelques notes posées sur un questionnaire en papier ou cochées sur une tablette, on a trois usages différents qui émergent et qui révèlent, au-delà du côté juste de quantification d'une note sur 10 pour la qualité du service ou bien la propreté de l'automobile, des rapports de pouvoir. Un rapport de pouvoir entre le client et l'employé avec un jeu d'évaluation de la prestation, ça, c'est clair, c'est annoncé dès le départ, et c'est, d'après ce qu'on peut en savoir quand on remplit le questionnaire, la seule motivation. Mais également deux autres niveaux qui sont cachés, puisqu'il y a un rapport entre l'employé et son cadre, avec en jeu la rémunération, donc cette part variable, et un autre rapport de pouvoir entre le cadre et la direction, avec en jeu l'évaluation de ses performances.
Donc, on voit que tout le monde se tient un peu par la barbichette et qu'au final, l'ironie du sort, c'est que, bien comme souvent, quand on est dans des mécanismes d'évaluation avec des enjeux forts, mais qui sont très subjectifs, un retournement avec l'employé ou le cadre qui en vient à demander au client de modifier sa note pour, évidemment en cascade, améliorer toutes les conséquences indirectes de cette évaluation. Et c'est ce phénomène que Jill Walker-Redberg a désigné dans un article éponyme paru en juin 2020 de données situées. Alors, l'exemple que je vous prends là n'est pas un exemple qui est pointé par Jill Walker-Redberg, mais néanmoins, je voulais le mettre en avant pour montrer un exemple concret, simple et lisible, de la façon dont la production d'une donnée, une seule donnée, hein, encore une fois, c'est la même qui est répercutée à chaque niveau, pouvait dissimuler des rapports de pouvoir. Donc Jill Walker-Redberg est professeur responsable du Digital Culture Research Group au département de linguistique, littérature et études esthétiques de l'université de Bergen en Norvège. Excuse-moi Sylvain. Oui. Mais je vois plus ta présentation. Je vois qu'un petit morceau. Je suis le seul ou Pardon. C'est bon pour moi. Ah, Moi, pour moi c'est pas bon. Pour ma part, j'ai eu le problème sur Firefox. J'ai basculé sur Chrome et ça marche nickel maintenant. D'accord, merci. J'espère que c'est juste ça. Merci, excusez-moi. Ouais, non, mais n'hésitez pas à me signaler parce que comme j'ai aussi moi la présentation sous les yeux, je vois pas forcément vos réactions, donc à l'oral c'est plus facile. Et donc l'exemple que je vous ai cité est tiré de La Nouvelle Guerre des Étoiles, qui est un ouvrage qui est paru en septembre dernier aux éditions Kero de Vincent Caucase et Ismaël Alissa, qui sont journalistes entre autres à Libération. Je vous le conseille également, il y a beaucoup de choses sur TripAdvisor, Amazon et beaucoup de boîtes, y compris des boîtes françaises, jusqu'au groupe Accor ou d'autres enseignes de grande distribution, d'hôtellerie et compagnie. Donc avant de s'intéresser à la notion de données situées, on va revenir aux origines du terme, aux origines d'après Jill Redberg elle-même, c'est-à-dire la notion de savoir situé. Cette notion, elle a été introduite par la chercheuse Donna Haraway, qu'on voit ici avec son chien Cayenne. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas totalement innocent, puisque une partie des recherches de Donna Haraway se concentre sur les relations entre les humains et les animaux. Elle a écrit de très belles pages, justement, sur la nécessité, à son sens, de réhabiliter et de reglorifier la relation humain-animaux avec les espèces compagnes, pour reprendre son expression. Mais au départ, Donna Haraway, donc c'est une zoologue et philosophe de formation, non pas zoologiste, j'ai traduit un peu vite, qui s'intéresse dès le début de ses travaux à la façon dont le langage et les biais culturels modifient la production scientifique. Sa thèse, en l'occurrence, portait par exemple sur l'usage des métaphores dans le domaine de la géologie, la façon dont les métaphores, finalement, devenaient un écran à la connaissance. En 1989, elle publie un ouvrage qui s'appelle Primate Visions et qui s'intéresse plus particulièrement aux présupposés culturels et aux biais entre chercheurs et chercheuses dans l'étude des grands singes et l'influence que ça a sur la production de savoir. Comme vous le savez peut-être, il y a dans les études en primatologie de nombreuses chercheuses qui se sont illustrées sur... ah voilà, ça y est, son nom m'échappe. Notamment dans l'étude des chimpanzés, c'est... Et ben voilà, ça y est. J'ai perdu son nom, vous m'excuserez. Mais concrètement, ce qu'a fait Donna Haraway, c'est de montrer que finalement les grilles... Pardon ? Woodwall, il me semble. Alors, je pensais pas à elle. Du coup, c'est pour ça que... Mais il y a trois femmes qui se sont illustrées sur l'étude des trois familles de grands singes. Mais là, leur nom m'échappe. Je le retrouverai entre-temps. Et le fait est que Donna Haraway a étudié en fait les publications de ces différentes chercheuses et chercheurs et comparé sur des principes de genre et remarqué que finalement la grille de lecture n'était pas la même et qu'elle était héritière, entre guillemets, porteuse finalement de vision du monde qui était structurée culturellement. Que de la même manière, une partie du vocabulaire qui était utilisé pour parler des grands singes, eh bien, prenait racine dans une histoire, une culture qui était aussi celle de la colonisation et qui du coup replaquait sur certaines espèces animales des questions de race ou bien des questions de culture, des jugements de valeur qui finalement biaisaient le rapport au sujet, le sujet étant en l'occurrence ici un sujet qui ne peut pas se défendre scientifiquement
puisque c'est un sujet animal non doué d'une parole articulée, en tout cas dans le sens où on l'entend. Son ouvrage le plus célèbre, et par lequel vous connaissez peut-être son nom, ça reste néanmoins le Manifeste Cyborg, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, ne parle pas que de nouvelles technologies, mais aussi, en fait, le Manifeste Cyborg, il vise un petit peu à renouveler la théorie féministe en l'extrayant de sa dimension identitaire. Et finalement, aller vers quelque chose de plus inclusif où les barrières entre nature, culture, entre l'humain et l'animal, entre l'artificiel et le naturel, entre le cyborg qui est à cette intersection entre la technologie et l'humain, permettait finalement de considérer des passerelles et une plus grande fluidité entre ces concepts. Ça va avoir son importance dans la suite. Et pour celles et ceux que ça intéresse, ces travaux ont beaucoup influencé des auteurs et autrices francophones, notamment Bruno Latour sur l'analyse des structures de production du savoir scientifique, Vinciane Després, qui a beaucoup écrit sur les mondes, pensée et intelligence animale, ou Isabelle Stengers, une chercheuse belge qui est spécialisée notamment dans la question du rapport avec les animaux et des consciences animales. Mais le sujet qui nous amène à Donna Haraway, c'est sa critique de l'objectivisme au sens scientifique. Donc c'est à l'automne de 1988 qu'elle publie dans la revue Feminist Studies un article qui est fondateur de sa critique des sciences et qui est titré Situated Knowledges, The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Donc, on a le terme qui est déjà posé, les savoirs situés, mais bizarrement, elle ne part pas forcément de cette idée de déconstruire le savoir, elle part d'abord de la critique qui est faite aux féministes dès lors qu'elles s'intéressent au débat scientifique. Alors, si jamais ça vous rappelle des débats actuels, ne vous étonnez pas, beaucoup d'arguments continuent d'être utilisés tels quels dans les controverses politiques autour des perspectives féministes sur la science. Et en gros, il y a un terme qui est très en vogue à l'époque et qui s'est développé sous l'ère Reagan, qui est les Special Interest Groups, donc autrement dit les groupes d'intérêt particuliers. Et cette idée, c'est que finalement, eh bien, du fait de leur particularisme, qu'il s'agisse du particularisme des femmes, des personnes en situation de handicap, des personnes noires, aux États-Unis également, des personnes issues de communautés natives amérindiennes, qui du coup sont des peuples colonisés, donc qui ont une subjectivité, eh bien, ces groupes d'intérêts spéciaux ont tendance à finalement poser un regard biaisé sur une science qui se voudrait objective. Et elle pose une définition, qui est de l'époque, qui est des fins des années 80, mais qui est quand même plutôt rigolote, où elle dit que finalement, ces groupes d'intérêts spéciaux peuvent s'identifier comme n'importe quel sujet historique collectif qui ose résister à l'atomisme élémentaire de Star Wars, aux hypermarchés, au postmodernisme et à la nationalité stimulée par les médias. Mais en fait, elle va très vite au-delà de cette simple réponse à ses détracteurs. Ce qu'elle veut proposer, c'est une façon d'aborder les sciences plus critique et une distance nécessaire qui récuse finalement l'objectivisme et l'universalisme qui, selon son analyse, servent les catégories dominantes. Et elle résume la chose de cette manière. L'histoire, c'est la petite histoire que je cherche une traduction pratique, mais que les gros bras de la culture occidentale, autrement dit les vainqueurs, pour prendre une formule célèbre, se racontent les uns les autres. La science est un texte contestable et un champ de pouvoir, le contenu et la forme, point barre. Donc tout le texte est un peu comme ça. Si vous lisez l'anglais avec confort, je vous conseille. Il est plein d'humour et très très riche de références. Et pour venir à cette notion de langage situé, elle s'appuie notamment sur la notion de vision. La notion de vision qui est paradoxale parce que la vision dans la théorie féministe et dans la critique qu'elle a menée elle-même, elle est hyper importante parce que elle est subjective, c'est un regard porté sur quelque chose. Sauf que dès le moment où on parle de discours, dès le moment où on bascule dans le discours scientifique et qu'on emprunte cette objectivité,
on arrive à un absolu et à finalement une sorte de vision qui serait une espèce de vision globale. Elle prend notamment l'exemple des données satellitaires et des cartographies qui sont réalisées par la NASA et qui donne, selon sa formule, une vision gloutonne du monde. Sous-entendu que finalement, en mettant à plat tout ça du haut des satellites et du savoir scientifique, on apprête le monde à se faire dévorer par des intérêts économiques, capitalistes et autres, sans la moindre considération pour les pauvres gens et les pauvres espèces qui vivent sur la surface en question. Et donc, elle édicte ainsi une première conclusion. La morale est simple. Il n'y a qu'une vision partielle, une perspective partielle qui peut proposer une vision objective. Toute la narration de la culture occidentale sur l'objectivité ne relève que de catégories, d'idéologies dominantes, des relations, de ce que nous appelons le corps et l'esprit, la distance et la responsabilité. Donc autrement dit, ce qu'elle pose là, c'est que dès le moment où vous dites que vous avez une vision globale et objective, c'est que vous avez adopté un point de vue subjectif. Mais ça procède finalement d'un discours qui est très très sophistiqué, puisqu'il prétend que c'est possible. Elle le relève de nombreuses fois, ce n'est qu'une fiction, mais elle prétend, ce discours scientifique prétend que cette objectivité est possible. Et c'est ce qu'elle nomme de manière à la fois élégante et très drôle le God trick, autrement dit l'astuce divine, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, paf, grâce à ma super objectivité scientifique, d'un coup, j'ai cette espèce de perspective globale et omnisciente où je serai capable de m'écarter de toutes les subjectivités, de toutes les finalement contraintes temporelles et terrestres pour adopter le point de vue qui n'existe nulle part, le point de vue d'une science qui ne serait rattachée à aucune forme de contrainte. Alors que précisément, et pour reprendre les analyses qu'elle fait ainsi que celles de Latour, toute science est le produit de son époque, de ses outils, de présupposés qu'on peut tout aussi bien questionner et qui conditionnent la production du savoir lui-même. Et donc les savoirs situés, finalement, interviennent comme une réponse à ce God trick, à cette astuce divine. Elle expose ainsi la proposition d'une objectivité féministe qui serait plutôt un savoir limité dans son lieu, dans ses objets, dans ses points de vue situés, et qui permet aussi, du coup, become answerable, c'est-à-dire de pouvoir être tenu pour responsable, de pouvoir répondre de ce qu'il dit et de ce qu'il permet d'apprendre, et la façon dont on le voit. Les savoirs situés, dit-elle, portent sur les communautés et non pas des individus isolés. La seule façon de trouver une vision plus large que ça, c'est de reprendre un point de vue subjectif, encore une fois, c'est-à-dire de se resituer par rapport à une perspective un peu englobante. Et elle en conclut, peut-être que nos espoirs de accountability, donc c'est la responsabilité pour la politique, pour l'écoféminisme, finalement, nécessitent de se tourner vers une remise en vision du monde comme des codeurs habiles avec qui nous pourrions apprendre à converser. Donc se transformer en codeur habile et réapprendre à converser, donc réintroduire finalement une approche critique, discursive de la science plutôt que de céder à la facilité théorique de l'astuce divine. Et c'est sur cette base que Jill Redberg appuie sa thèse, son propos de Situated Data Analysis, donc de l'analyse de données situées. Alors, c'est pas la première à formuler ce type de constat. Le God trick de Donna Haraway, finalement, on le retrouve dans la promesse du big data, là où finalement le point de vue omniscient d'une méthode scientifique est remplacé par la neutralité théorique des données. La donnée collectée, finalement, sera un savoir dépouillé de toute forme d'influence, de toute forme de subjectivité, de faiblesse humaine, finalement. Et ça, c'est déjà dénoncé par plusieurs auteurs et autrices dans les années 2000. Notamment, on a Anthony McCosker et Rowan Wilken qui formulent cette fiction d'une connaissance totale.
et notamment qui, pour ça, soulève l'effet des data visualisations qu'on peut produire avec le big data, où soudain, on a, sur une population humaine absolument démentielle, de plusieurs centaines de millions, voire milliards d'individus, finalement, un constat basé de quelques points qui se déplacent, une situation, une cartographie, des flux qui seraient censés, de manière totalement abstraite et parfaitement immanente, décrire les relations entre un nombre de personnes qu'on ne connaîtra jamais dans sa vie. Joseph Van Dyck, lui, a inventé un terme qui se réfère aussi à cette croyance qui est le dataism. Et l'idée du dataism, avec ce ism qui sonne très très religieux lui aussi, c'est que il y aurait, il voit émerger une vision non critique, presque religieuse de la donnée, qui procède d'un présupposé, à savoir que on pourrait finalement quantifier n'importe quoi et le décrire de cette manière-là. C'est ce qu'il désigne aussi par la dataification du monde. Donc tout ça, c'est des termes qui s'échangent, se partagent et qui vont circuler. Ça va aussi inspirer la data valence et pour celles et ceux qui en ont entendu parler, c'est des thèses qui vont aussi irriguer la pensée de Shoshana Zuboff, qui a sorti récemment un bouquin hyper intéressant sur le capitalisme de surveillance, qui décrit la façon dont finalement on commercialise à la fois ces données et leur usage. Mais l'un des travaux les plus structurants pour cette thèse des données situées, c'est ceux qui sont menés et dirigés par Lisa Gitelman, qui finalement d'un seul titre, d'une seule formule résume le fond de l'histoire, à savoir les données brutes. Données brutes est un oxymore. Les données brutes, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Une donnée est forcément raffinée, une donnée est forcément manufacturée. Et le fait d'invisibiliser ce travail de fabrication, de raffinement, de sélection aussi humaine à différents niveaux, mais la simple élaboration du code est en soi une suite de choix humains qui sont conditionnés par le cadre dans lequel on les fait, les moyens, les ordinateurs et la culture des personnes qui y président. Finalement, tout ça étant manufacturé, si on veut avoir une analyse de la donnée, on peut pas la prendre comme un fait immanent. C'est pas possible. Il faut l'interpréter culturellement parce que c'est une production culturelle. Et c'est là où on arrive aux travaux de Jill Walker Redberg elle-même. Et avant de s'intéresser à cette notion et de forger ce terme de données situées, elle a travaillé sur plusieurs médiums numériques de communication contemporaine et de représentation de soi. Les blogs, les réseaux sociaux, elle a écrit tout un truc notamment sur le rapport entre elle a écrit tout un livre le gestionnaire de mise à jour, merci beaucoup. Tout un livre sur la relation entre le blogging contemporain et la pratique du journal intime, y compris dans ses plus anciennes références littéraires. Je vous rappelle quand même qu'elle est prof de création littéraire et d'esthétique, donc elle va chercher très très loin et jusque chez Archimboldo des références pour parler de photos. Et en 2014, elle publie un bouquin très intéressant, je ne vous ai pas mis le lien, mais il est intégralement disponible en ligne, qui s'appelle Seeing Ourselves Through Technology. Comme son nom l'indique, elle formule des observations sur la façon dont les modalités de production et de traitement des données influencent nos perceptions jusqu'à finalement notre perception de nous-mêmes. Et parmi les exemples qui l'intéressent, elle se penche longuement sur Instagram. Et notamment sur une fonctionnalité entre guillemets anodine, a priori, qui sont les filtres. Elle note qu'au départ, on a finalement cette possibilité qui est offerte au moment où on upload une photo sur Instagram, de mettre un filtre. C'est immédiatement dans la barre en dessous, d'un simple clic, vous pouvez le sélectionner et passer à l'étape suivante d'édition. Et le filtre est ainsi codifié via Instagram ou Ipsamatic comme une pratique de partage de la photo en ligne. Sauf que très vite, cette pratique elle a été répliquée de manière quasiment identique, clonée dans d'autres réseaux sociaux, à commencer par Facebook, Twitter, mais je vous renvoie à Messenger, à TikTok, à Snapchat et à tous les autres.
Et ça s'est imposé comme une fonctionnalité intégrée aux appareils photo des smartphones. Donc on est passé d'applications en ligne, on est passé d'applications de téléphone portable, de services web qui intègrent ça comme une offre à carrément votre device, votre outil de connexion Internet et de partage de données, votre téléphone portable, qui intègre, et d'ailleurs même, je vous invite à faire l'essai, même votre phone booth sur iMac et autres cheese sur Linux, parce que je suis sur Linux, il vous propose des filtres, même avec votre petite caméra de webcam. Donc là, d'un coup, ça a intégré le champ même du hardware. Et cette esthétique du filtre Instagram, et c'est une des choses que pointe Jill Walker-Redberg par des entretiens et en citant certaines publications scientifiques et recherches sur la photographie, ça a fini par influencer les métiers de l'image eux-mêmes. L'esthétique du photojournalisme, de la photo de mode ou même de l'audiovisuel. Autrement dit, d'une simple fonctionnalité et d'une façon de prendre les photos, Instagram a édicté progressivement des applications à la société entière, la façon dont on prenait une bonne photo, la façon dont on devait prendre une photo, autrement dit notre perception même de l'image. Et ça a une influence absolument folle, puisque cette bonne façon de prendre une photo est devenue un trope culturel. J'en veux pour preuve, faites l'expérience. Pour cette présentation que j'ai semée de GIFs divers et variés, je me suis notamment reposé sur une plateforme qui propose des GIFs à télécharger ou bien à intégrer par des liens, qui s'appelle Giphy. Eh bien, si vous cherchez selfie ou Instagram sur Giphy, vous allez voir que de manière assez frappante, les différents aspects de la prise de photo, je les ai listés ici, mais les postures, les expressions du visage, l'angle du téléphone sont très codifiés. La façon dont la main tient le téléphone, la façon dont on se dispose, ce petit duck face là, vous le retrouvez de manière quasi identique sur la moitié des photos. Sur Instagram, c'est encore pire. Alors vous avez les flux, etc. Mais en l'occurrence, c'est pas la même sélection que tout à l'heure, j'imagine. Mais bon, restons plutôt sur le selfie. On voit qu'ici, finalement, prendre une photo est devenu une pratique culturelle courante, répétitive. Encore une fois, Instagram permet d'envoyer plein de trucs. Et jusqu'à se représenter dans un Lego avec ce double geste, la position prise de photo duck face et la consultation du résultat sur son portable, suivant toujours le même système. Et encore une fois, l'angle lui-même de l'appareil est déterminé par l'interface d'Instagram qui prend des photos en format portrait et non pas en format paysage. Donc on a là deux mécanismes qui se mettent en place et qui vont finalement être les précurseurs de la théorie des données situées. Ce sont deux influences qui sont à l'œuvre et qui amènent à cette évolution. D'une part, on a une norme intégrée de ce qui fait une bonne photo aux yeux de la collectivité des utilisateurs. Donc ça, comme je le précise, norme intégrée, autrement dit, c'est l'usager ou l'usagère qui l'a dans le crâne. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit quelque part. C'est devenu quelque chose d'appris. C'est devenu un trope culturel qui finalement n'a plus besoin d'être formulé puisqu'il est à l'intérieur même de la perception des personnes qui ont recours à ce service. Et d'autre part, le fil d'Instagram ainsi que le système de like et de promotion, donc toute cette ingénierie de la recommandation, vont promouvoir des comportements jugés bons par la plateforme. En l'espèce, puisqu'on est sur Instagram, les comportements, la production de données, ce sont des photos. Et on en arrive à ce moment où, finalement, de deux mécanismes, on arrive à deux mécanismes qui sont des rapports de pouvoir. D'un côté, cette norme intégrée, que Redberg, s'inspirant notamment de Foucault, appelle une norme, un pouvoir disciplinaire, la capacité à imposer par les individus eux-mêmes des comportements qui s'extraient de leur propre jugement, qui se réfèrent à une norme imposée de l'extérieur, et d'autre part un pouvoir environnemental, en cela que c'est finalement la structure de l'environnement dans lequel on évolue virtuellement avec Instagram qui va édicter une partie de nos comportements, en promouvant certains comportements jugés bons et en rendant difficile, voire impossible, les comportements jugés mauvais.
Je pense que formulé comme ça, il y a 1000 exemples qui vous viennent. Et en l'occurrence, on va pouvoir en explorer quelques-uns. Jill Walker-Redberg arrive au terme de sa réflexion sur les données situées, elle formule le terme de données situées en se penchant cette fois-ci sur l'application Strava. Donc, Strava, comme... alors, je ne sais pas s'il y a des usagères de Strava ici. Non. Non, personne? J'en connais pas. Ou d'une autre appli de running quelconque? Bon, non. C'est pas grave. C'est pas grave, on trouvera d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Ah, je vois qu'il y a des éléments qui sont apparus dans le chat. Ah, voilà, Jane Goodall, effectivement. Voilà, avec retard, mais on l'a, Jane Goodall. Donc Strava, en fait, c'est une application qui permet de mesurer ses activités de course, vélo, et aussi natation depuis peu, mais principalement course et vélo. Donc, sur le principe, vous installez ça sur votre téléphone portable ou votre montre connectée et vous situez, analysez votre parcours. On vous donne des informations également sur votre santé si vous avez des capteurs qui sont dans vos écouteurs ou bien votre Fitbit. Et ensuite, vous pouvez mesurer vos performances individuelles, les comparer à d'autres personnes, créer des groupes et éventuellement comparer avec des inconnus sur les trajets que vous empruntez puisque c'est géolocalisé. Et vous voyez qu'ici, par exemple, on peut même faire la course avec des gens qu'on ne connaît pas et consulter les itinéraires d'autres personnes en récupérant les données sur des plateformes et sur des formats divers et variés. Donc concrètement, ce que Strava récupère, très majoritairement, je vous ai dit aussi des informations, des métriques de santé, rythme cardiaque, etc., mais c'est principalement en fait des données GPS issues des téléphones portables des personnes qui l'utilisent et la qualification de leur trajet. Est-ce que c'est de la course, du vélo, de la marche, de la natation, etc. Mais sur la base de cette simple donnée, c'est-à-dire de cette donnée de GPS, Redberg identifie 4 façons dont l'entreprise Strava distribue ces données. Ce sont 4 couches qui sont autant de façons de situer la donnée. Donc là, on l'a de manière presque, entre guillemets, géographique, c'est-à-dire que Strava prend la donnée, la manipule et la pose à un endroit pour un certain usage. Déjà, la première chose, c'est qu'on voit ses propres données dans l'app. C'est ce qu'on a vu un peu au-dessus, c'est-à-dire tout ce dispositif de suivi de votre activité, de vos performances en temps réel et en bilan sur votre trajet. Ensuite, on va les données globales en data visualisation. Ça, c'est ce qu'on appelle la heatmap Strava, mais il y a aussi au niveau de votre commune, au niveau des endroits où vous vous baladez, vous avez des statistiques sur comment les gens courent dans votre coin. Et là où ça devient un peu moins évident, c'est que Strava commercialise également une solution qui s'appelle Strava Metro et par laquelle elle propose, notamment à des urbanistes, l'accès à des dashboards qui permettent de cartographier, de quantifier les flux de joggeurs, joggeuses et cyclistes sur leur territoire pour aider éventuellement à l'adaptation des axes de circulation, des parcours de randonnée, etc. Et enfin, 4e usage, encore plus confidentiel, pas forcément en volume et en importance, mais en tout cas en termes d'information, la donnée peut être traitée par des applications de navigation pour calculer le meilleur itinéraire. Alors il y a plein d'autres trucs, il y a aussi des gens qui étudient la prise d'angle par les vélos, etc. sur la base de données Strava, mais le principal truc c'est effectivement des questions de calcul d'itinéraire pour des applications de navigation. Et là, on voit qu'il y a des usages différenciés de la donnée. Des usages différenciés qui relèvent de la mise en forme de la donnée, de son public, de son niveau d'agrégation aussi. Dans certains cas, on aura la possibilité de le filtrer ou pas. Et en croisant ces critères, elle dégage finalement 2 principales catégories d'usages qui l'aident à identifier ces fameux rapports de pouvoir, ces fameuses données situées. Les premiers usages, ce sont des usages représentationnels.
Donc ça, c'est les données disponibles pour les usagers et usagères de l'app. Vous pouvez récupérer vos données sous forme de data viz. On a une synthèse visuelle qui permet de consulter vos performances. Soit des données individuelles, pour voir un peu comment s'est passée votre dernière course et comment elles se comparent avec les autres, soit des données agrégées pour consulter les performances des autres ou se comparer sur une même zone, une même durée, etc. En l'occurrence, il n'y a pas de production d'informations supplémentaires. C'est juste un mode de consultation qui nous est offert et qui va permettre finalement de poser là une base de simples renseignements. Mais on a aussi des usages qui sont qualifiés de opérationnels. Et ça, c'est le cas des entreprises mises à disposition, des entreprises auxquelles ces données sont mises à disposition. La restitution ne vise pas à une simple représentation, même s'il y a de la data viz, mais à une prise de décision. On modifie la forme des données de manière drastique. Déjà, on n'a que des données agrégées, la plupart du temps. Mais c'est un niveau d'agrégation qui va être beaucoup plus paramétrable. Les tableaux de bord de Strava vont pouvoir informer les humains, alors ça peut être des urbanistes, des entreprises, des collectivités, afin de savoir comment leur ville, leur zone, l'endroit où elles vont construire tel ou tel bâtiment est parcouru par des flux de cyclistes, coureurs, coureuses, etc., etc. Dans ce cas-là, on est dans un usage qui n'est pas du tout celui prévu au départ. Simplement, chaque point de données va prendre une valeur différente, va être agrégé de manière différente pour servir ce niveau d'usage de l'application. L'autre information, c'est les données de parcours qui sont fournies par l'API et qui nourrissent cette fois-ci directement des algorithmes de traitement automatisé. Calcul d'itinéraire, statistiques de transport, etc. Donc là, on est dans un cas assez particulier où on a finalement une machine qui communique avec une machine sur la base de données produites par un humain. Le but ici, c'est pas de produire juste une visualisation, c'est de produire de nouvelles informations. Des informations qui permettent la décision, des informations qui permettent de nouveaux calculs. Donc on n'est plus du tout dans le même registre. Elle synthétise, Jay Walker-Edberg synthétise ces relations au travers d'un schéma synaptique assez clair, à savoir cette façon dont les données individuelles, donc elle note ici géolocalisation et données biométriques, se retrouvent agrégées et redistribuées d'une part aux usagers et usagères, mais également à des audiences globales, humaines ou bien algorithmiques. Et donc c'est sur cette base que je voulais vous proposer de faire une analyse un petit peu de cette méthodologie, de mettre cette méthodologie en pratique avec une grille pour resituer les données. Alors, en l'occurrence, c'est un outil que j'ai configuré pour cette session. Hop, je vous partage le lien. Il est ouvert. Et donc l'idée, c'est que on va essayer de positionner ici les différentes données produites, la façon dont elles sont situées et les différents récepteurs auxquels on peut avoir affaire. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet outil, il s'agit de Padlet. Donc Padlet, c'est un outil juste de pads, c'est-à-dire de notepad, donc de carnet de notes, dans lequel on va pouvoir rajouter des petits post-it. Donc pour ça, vous avez juste à double-cliquer et vous pouvez rajouter un post-it, le titrant, rajoutant des trucs, vous pouvez mettre des vidéos, des photos, des liens, etc. Donc en l'occurrence, pour ce qui est des données produites, on va pouvoir se référer éventuellement au site de Strava. Alors, voir si on a des infos sur la façon dont les fonctionnalités marchent. Alors là, on a les features. Et est-ce qu'il existe de la doc sur les mesures de performance et le reste? Bon, déjà, on peut rajouter
une petite note ici sur les fonctionnalités. Et on va avoir un petit aperçu du lien. Donc, voilà pour les fonctionnalités. Ah. Petit bug. Quelqu'un a créé le même... Quelqu'un a créé le même lien peut-être? Non? C'est de ma faute, c'était une fausse manip, pardon. Pas de souci. Et donc maintenant, on va pouvoir éventuellement créer deux post-it. Donc un post-it avec les données de Geoloc et un post-it avec les données biométriques qui sont connectées. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est resituer ces données. Donc par exemple, pour reprendre le schéma que je vous avais proposé avant, on a les 4 usages. Donc cet usage représentationnel, des données individuelles pour consulter ses performances. Donc là, on a data visualisation des données individuelles. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est de reprendre cette codification-là entre le pouvoir disciplinaire et le pouvoir environnemental. Est-ce que ça exerce un pouvoir disciplinaire ou environnemental? En l'occurrence, on peut considérer qu'il s'agit d'un pouvoir disciplinaire puisqu'il s'agit de s'évaluer soi-même ou de s'évaluer par rapport aux autres. Et je vais ajouter les autres types de données. Alors, je ne peux pas la cloner, celle-ci, mais la data visualisation des données collectives. Donc, l'une des particularités, c'est qu'on est sur des données agrégées. Là encore, on est dans un registre de pouvoir disciplinaire. Et si on se réfère aux deux dernières catégories, donc les tableaux de bord Strava Metro d'une part et l'API Strava Data, là on est dans quelque chose qui est opérationnel puisqu'on va arriver sur des acteurs qui vont être mobiliser ces données afin de prendre des décisions. Et par ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est connecter les différents postes les uns aux autres pour pouvoir reconstituer les chemins. Alors on peut également... Tac. Alors je voulais refaire le truc, mais je ne me souviens plus comment on fait pour mettre de la couleur un peu, parce que là on voit pas grand chose, hein, on est d'accord? Vous voyez vous les fils qui sont tendus là? Ah, ça y est, je suis seul. Non, non, on les voit pas. Ouais. Non, on voit pas. Ouais, c'est très discret, ouais. Bon, je pense on va essayer de les colorer ensuite. Et donc ensuite, on va avoir des récepteurs. Donc là, on peut rajouter donc par exemple des urbanistes. Alors c'est pas contre les urbanistes perso, hein, on est d'accord. Et là, on peut éventuellement leur donner une couleur rose comme notre usagère de départ pour dire finalement on est avec une personnalité. On est avec un être vivant, et lui, il va avoir accès. Alors là, je peux mettre, par exemple, consultation, paf, voilà. Et là, ça apparaît au milieu. Bon, c'est pas fou. Je sais plus où est-ce que je peux modifier ça. Mais normalement, on peut modifier la couleur des flèches. On les voit pas, moi je les vois pas.
Elle est là, vous la voyez peut-être se balader. Ah oui, si, ça y est, je les vois. Ah oui, ils sont super clairs. Ah ouais, c'est la même couleur que les. Ah oui, c'est la même couleur et c'est Que les ronds. un violet très pâle. Ah d'accord. Je les voyais pas jusque-là. Pour un fond noir. Ouais, alors j'ai préféré mettre le Grand Poitiers en mode un peu. Voilà, mais c'était un peu. C'était pas forcément le bon choix. Et du coup, là, je peux éventuellement choisir. Ah, zut, j'ai oublié de qualifier. Tac. Paf. Et je vais quand même rajouter un petit. Hop, et je vais mettre requêtage. Tac. Donc, on a là. Alors, je suis vraiment désolé pour le fond là, mais effectivement, c'est pas fou. Donc, on a là une possibilité de resituer les données sur la base d'infos qu'on avait déjà. Et ce que je vous propose de faire, en fait, c'est dommage parce qu'on voit les petites flèches pourtant. Ah, je ne sais plus comment on fait pour les modifier. Donc, on a la possibilité ici de resituer les données avec ce schéma. Et ce que je voulais vous proposer de faire, c'était de vous constituer en groupe afin de réfléchir à réutiliser la même méthodologie, mais pour des apps qui collectent vos données. Alors, qu'est-ce que ça a donné, dites-moi? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour... Oui, je veux bien commencer. Alors, tu étais dans quelle équipe? Nicolas, j'étais dans l'équipe moi-même, qui est Très bien. l'équipe Zoom. En point de départ, moi, j'ai vu deux types de données. Des données qui sont, en termes de données produites, c'est des données qui sont pratico-pratiques lors de l'inscription à Zoom sur la plateforme. Je pense que c'est des données qui sont liées à l'identité, tout ce qui est adresse, email, tout ce qui est conversation dans le chat, nombre de participants, l'utilisation de la webcam, l'heure et la durée de connexion, tout ce qui peut être relatif au fonctionnement de l'appli et aussi aux données clients qui y sont rentrées, données de l'utilisateur de l'appli, quoi, en fait. Voilà. Je vois une autre brique de données qui sont des données plus organisationnelles et sociologiques. C'est-à-dire ces données qui peuvent renseigner sur la pratique du télétravail et donc l'évolution des comportements, l'organisation au sein d'une entreprise et des pratiques pédagogiques, puisque Zoom peut être utilisé dans un milieu scolaire. Sur tout ce qui est données situées, là j'ai eu un peu plus de mal, parce qu'effectivement, faire le distinguo entre données produites et données situées, c'est rarement facile. Moi, j'y vois dans ces données situées, si je réponds bien à la commande, toujours, la gestion des plannings et des emplois du temps, la gestion des salles de réunion, c'est-à-dire toutes les données qui peuvent permettre à une entreprise de bien gérer son parc de bureaux ou tout ce qui est immobilier. Peut-être des solutions d'appairage avec d'autres solutions numériques, avec les réseaux sociaux et puis les webcams. D'ailleurs, je pense que Zoom avait eu un problème avec Facebook sur ce point. Tout ce qui est la création et la gestion de classes virtuelles dans le domaine éducatif. Et aussi, si on est dans une sphère qui est une sphère beaucoup plus... qui touche beaucoup plus les particuliers, la création de groupes et un aspect assez collaboratif, ce qu'on a vu avec Strava. C'est-à-dire des groupes de copains, des groupes familiaux, voilà, on peut gérer ses tribus, quoi. Pareil dans le domaine professionnel où on peut gérer effectivement ses clients ou ses fournisseurs dans le domaine d'activité de réunion. Les récepteurs, je n'ai pas eu le temps de terminer. Les récepteurs, je vois les cibles qui sont les entreprises, les particuliers et les collectivités. Mais il peut y avoir aussi comme récepteurs tous ceux qui travaillent et gravitent autour de l'éducation nationale,
Et puis voilà, il doit y en avoir d'autres, mais je ne les vois pas pour l'instant. Voilà quelle était ma réflexion sur Zoom, que je connais pas en détail, quoi. Ok. Mais c'est intéressant, merci de ta contribution, parce que du coup, effectivement, il y a des choses pertinentes dans ce que tu as relevé avec la diversité des usages et le fait que concrètement aujourd'hui c'est devenu un outil de gestion, y compris pour tu parlais des classes virtuelles, mais le fait qu'on se retrouve à reposer sur Zoom pour organiser ses propres réunions, c'est en soi effectivement un usage des données qui est particulier. Et moi, n'ayant pas de compte pro Zoom, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je connais des gens qui ont accès à beaucoup plus de données que moi, par exemple. Donc, ce sera intéressant de voir la façon dont Zoom peut aussi permettre une forme de contrôle ou d'organisation, voire de système avec les agendas, la synchronisation des agendas, d'autorégulation des salariés, donc éventuellement quelque chose d'un peu disciplinaire. C'est une hypothèse qui peut être formulée. Ouais, mais en fait, je ne suis pas dans leurs algos, mais je pense qu'ils ont cette possibilité d'avoir une connaissance de l'organisation des différentes entreprises. Je ne sais pas si lorsqu'il y a inscription sur Zoom, on indique le type d'entreprise, ou on peut indiquer le type d'entreprise. Donc tout ça, ça peut être intéressant si ensuite il y a des solutions qui peuvent permettre d'organiser des réunions virtuelles. Voilà, il y a des usages qui peuvent être intéressants ensuite pour d'autres secteurs, quoi. Même le secteur du transport, pourquoi pas, hein. Ok. Merci beaucoup en tout cas de ton travail de fourmi. Alors, du coup, sur les autres sujets, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur l'un des Doctolib? Hop. Donc du coup, en fait c'est une mine d'or, hein. Il y a plein de choses dans Doctolib. D'abord, toutes les données produites, il y a toutes celles autour de l'identité du professionnel de santé, donc qui sont assez poussées, hein, parce que ça va jusqu'aux moyens de paiement qu'ils autorisent, les tarifs, etc. Enfin voilà, je l'ai appelé la carte d'identité du professionnel de santé. Ensuite, il y a tout ce qui concerne son propre compte, quand on en a créé un. Donc, il y a beaucoup de données personnelles qui sont demandées, jusqu'à la date de naissance, le moyen de paiement également, puisque tu peux payer effectivement en ligne quand tu fais la téléconsultation. Donc ça, c'est Emmanuel qui a mis tout ce qui était effectivement la notion d'agenda. Et on va jusqu'au motif du rendez-vous quand tu prends un rendez-vous également. Tu as également un stockage de documents médicaux personnels, type résultat d'analyse que tu peux mettre ou pas, hein, mais si ton médecin le demande via Doctolib, tu dois le mettre par ce biais-là, avec l'information de date de création, par exemple. Donc tout ce qui est consultation effectivement à distance, qui effectivement, il y a une gestion et une collecte de données autour de ça. Et ça va jusqu'à la fourniture d'ordonnances, également par le biais des téléconsultations. Et puis dedans, tu as aussi, quand tu grattes, tu as un chat. Donc tu sais pas trop, voilà, il y a quand tu chattes, tu as des données forcément qui transitent. Un chat entre qui et qui? J'ai jamais entendu parler de ça. Il y a un chat au niveau quand tu vas dans la rubrique médecin. Enfin, quand tu es, je viens de voir, là, on est allé voir en creusant. Quand tu es dans praticien, tu as un chat en fait. Alors, je n'ai pas testé, hein. Je ne sais pas ce que tu en fais, mais a priori, il y a quelque chose par là. Et puis, tu as aussi un blog. D'accord, pareil, j'en ai jamais entendu parler. C'est en cherchant vers le bas, tu vois que tu as un blog. Alors après, voilà. Alors, sachant que Doctolib, il marche en France et aussi en Allemagne. Donc, il n'y a pas que chez nous. D'accord. Donc, c'est intéressant à creuser. Au niveau des données situées, on voit qu'il y a déjà quelques statistiques sur le site qui apparaissent sur le nombre de patients, le nombre de professionnels de santé, etc. Il y a un suivi des rendez-vous. Il y a un certain historique des rendez-vous également quand tu te connectes. Tu as la notion d'envoi de SMS. Alors ça, si vous pratiquez, vous voyez, vous recevez des SMS pour rappel de rendez-vous.
quand vous êtes effectivement connecté, quand vous avez un compte, mais pas que. C'est aussi à la demande du praticien. C'est-à-dire, des fois, vous recevez des rappels Doctolib sans que vous soyez passé par Doctolib. Je pense que certains ont dû se rendre compte de ça. Donc, c'est parce que, le praticien utilise Doctolib, effectivement, comme gestion de rendez-vous et fait un envoi automatique d'envoi SMS. Donc, c'est pas forcément parce que si tu as un compte ou pas. Alors, ça fait débat. J'ai mis, c'est intéressant, j'ai mis l'article de France Info qui parle de tout ça. Il y a une enquête et c'est intéressant de la voir. Vous pouvez aussi recevoir des courriels pour avoir un avis. Mais cet avis, s'il est demandé, c'est à la demande du praticien. Parce qu'il ne publie pas les avis. Donc, c'est quand même assez réglementé au niveau RGPD. Ça reste de la donnée effectivement médicale. Donc, c'est quand même assez réglementé. Le praticien peut faire un export des informations concernant ses patients. Là-dessus, il y a tout un volet protection des données, j'en ai parlé, ils en parlent effectivement sur leur site. Et tout ce qui est aussi durée, alors ils n'en parlent pas de la durée de conservation, ils évoquent la durée de conservation, mais tu ne sais pas trop de combien de temps. Mais il y a une durée de conservation des données. Donc c'est intéressant, je l'ai mis là, mais voilà, c'était pour avoir cette information. Donc en termes de récepteurs, il y a Doctolib, la plateforme en elle-même, qui est gérée par plusieurs hébergeurs. Il y a des sous-traitants. Bon, agrémenté, a priori, puisque j'en ai lu. Donc, ça va les professionnels de santé avec une grosse cible, les secrétaires médicales, qui effectivement sont invités à former et à être formés sur les outils. Et puis, bien sûr, tu as le patient lui-même qui est récepteur de ces données, quoi. Donc, voilà ce que j'ai pu un peu regarder, mais il y a plein de trucs. Enfin, je pense qu'il y a encore plein de choses à glaner sur ce sujet-là. Donc, qui est quand même très cadré au niveau CNIL quand même. Ouais, je suis content d'en reparler de la CNIL, effectivement. Ouais, parce que là, c'est pour le coup, c'est des données sensibles qui sont quand même cadrées. C'est pas n'importe qui, même sur les sous-traitants d'hébergeurs, c'est pas n'importe qui non plus. Mais bon, c'est intéressant parce que du coup, je connaissais pas trop l'histoire d'Octolib, donc c'est trois jeunes qui ont monté ce truc-là. Bon, voilà, et qui aujourd'hui, j'ai pas mis les chiffres, mais ça brasse beaucoup de patients et beaucoup de professionnels de santé. Et je pense que ça a explosé encore plus avec les téléconsultations dans la période de crise. Donc, intéressant de faire la démarche, de chercher tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, il y a du matos. Et encore, je vais. Il y a quoi creuser le sujet. Je pense que c'est pareil. J'ai parlé du côté santé. Ils ont un logiciel pro en plus qui leur est vendu. Tout à fait. Enfin, tu vois, c'est pas celui qu'on voit nous. C'est encore autre chose. Avec toute une batterie de gestion derrière. Ça serait intéressant, c'est de regarder carrément l'outil quel professionnel pour voir ce qu'ils en font, quoi. En termes pour trouver les données situées, tu vois. Non, il y a plein de choses, mais typiquement, un autre truc qui m'était remonté par des amis et connaissances praticiens et praticiennes, c'était le fait que tu donnes ton statut sérologique, en fait. Oui. Quand tu te connectes. Que devient cette donnée? C'est une vraie question. Oui. Et c'est demander des deux côtés, demander aux patients et demander aux praticiens. Oui. Donc, c'est très particulier. Merci beaucoup en tout cas pour ce board bien rempli, bien dense. Alors pour Netflix, encore quelques minutes pour discuter de ça. Ouais, je veux bien commencer là si. Ouais, Yanis. Et puis les autres compléteront. On n'a pas échangé de vive voix, on a échangé par le Padlet en fait. Ouais. Moi j'ai échangé avec moi-même donc. Ouais, alors il y a essentiellement deux types enfin il y a trois types d'acteurs qui récupèrent les données. On a pas remis les usagers, mais il y a bien sûr les usagers. Il y a les offreurs de contenu, ce que Netflix appelle les content partners. Ouais. Donc ça va être essentiellement des producteurs ou des distributeurs de contenu. Et il y a les hébergeurs, enfin les fournisseurs d'accès Internet, pardon, qui vont pouvoir fournir de l'hébergement pour les données Netflix de manière à augmenter la qualité de service. D'accord, je ne savais pas. Ouais. Donc,
Donc voilà, la principale interface que personnellement j'ai creusée, moi, c'est celle c'est le back-office destiné aux partenaires de contenu. Donc essentiellement, ce que ça leur fournit, c'est des métriques de performance. Hein. Donc pour chaque œuvre et chaque épisode, éventuellement quand c'est des œuvres sérielles, ça fournit des indications sur les visionnements, hein, principalement. J'ai pas vu si on pouvait trouver les œuvres recherchées, mais en tout cas il y a au moins les visionnements. D'accord. Voilà, mais ils n'ont pas accès au profil évidemment, mais ils ont accès à des métriques agrégées sur les œuvre par œuvre. Ok. Voilà, j'ai mis en jaune. Hein. J'étais pas toujours bien sûr de mes couleurs. C'est très expérimental. Hein. Entendons-nous là-dessus. Hein. Je comprends tout à fait que tu sois pas sûr. Ouais. Sur les recommandations qui sont faites aux individus, donc soit en termes d'œuvres, soit en termes de catégories, hein, parce que Netflix fait des recommandations aussi bien en termes de catégories que d'œuvres. Hein, quand on a beaucoup regardé d'œuvres qui relevaient d'une certaine catégorie. Alors catégorie, c'était des catégories non exclusives. Hein. Donc le genre de catégorie qu'on peut trouver, c'est œuvre dont le héros principal est une femme. D'accord. Ça peut être ça peut être des choses ou œuvre d'action dont le héros principal est une femme. Ça peut être des choses assez précises comme ça, quoi. D'accord. T'as trouvé ces références où, si c'est pas indiscret? Alors ça c'est j'ai pas retrouvé les références, mais c'est des choses que je sais par ailleurs parce que je m'intéresse à ce genre de choses. Mais en fouillant un petit peu sur le web, on arrive à trouver la liste des catégories. Il n'y a plus d'API publique pour Netflix. Donc c'est un peu compliqué de récupérer les données, mais ça se trouve dans les gens qui suivent, qui examinent un peu Netflix de près, quoi. D'accord. Et du coup, sur les récepteurs, tu as noté producteurs-distributeurs. Ça, c'est un nouveau partenariat. Alors, les producteurs-distributeurs, c'est ce qu'ils appellent les content partners. C'est ceux qui vont diffuser des œuvres ou ceux qui sont, c'est ceux qui sont propriétaires d'une œuvre pour la distribuer, en tout cas. D'accord. Hein. En France, c'est plutôt ce qu'on appelle ça va être surtout les producteurs, je pense. Mais bon, j'imagine que ça peut être aussi des distributeurs. Là, ça, j'avoue que j'ai pas eu le temps de fouiller quelle était la définition exacte des content partners. Mais bon, c'est tous ceux qui ont des œuvres et qui veulent apparemment les publier sur Netflix. Il y a pas mal de possibilités. Et y compris pour des petites structures, ils ont tout un système de recommandations sur la qualité des œuvres, les sous-titres, etc., etc. D'accord, donc c'est très poussé, l'univers est très très vaste dans les. L'univers était très vaste parce qu'il ne se positionne pas uniquement comme acheteur de produits de produits culturels. Ils veulent aussi être pouvoir être utilisés comme plateforme de distribution, semble-t-il. Donc tout vient pas d'eux, et apparemment les producteurs peuvent pousser des choses aussi. D'accord, tu me l'apprends. Je l'ai découvert à cette occasion. Je pensais qu'ils étaient uniquement acheteurs de droits de distribution, mais manifestement, ils acceptent aussi le push là-dessus. D'accord. Alors, sous quelles conditions, je n'ai pas fouillé, mais en tout cas, il y a pas mal de possibilités, semble-t-il. Il y a un site dédié, en tout cas pour le back-office, mais on a un lien vers le reste, hein, puisque c'est sur le même site. Je vous ai mis le lien sur le petit post-it producteur-distributeur. Oui, tout à fait, c'est pratique. Merci beaucoup. En toute honnêteté, moi j'ai pris aussi, j'ai saisi l'occasion de cet Infolab, de ce Data Sandwich pour
creuser un peu le sujet parce que c'était juste un article qui m'avait frappé dans ma veille. Comme vous l'avez vu, c'est très récent, hein, l'article source, il date de juin dernier. En fait, ça a permis de tirer la corde derrière et de remonter plein de références, plein d'origines, plein d'éléments de cadrage avec le dataism de Van Dyck que j'avais déjà croisé ici et là, mais typiquement, voilà, le fait de relier ça avec la théorie féministe, cette idée de God trick que je trouve vachement intéressant, surtout appliquée au big data. Je trouve que c'est des façons de penser. Par ailleurs, j'ai trouvé intéressante aussi l'idée entre guillemets, de rendre opérant ce concept, d'en faire finalement pas seulement une espèce de théorie abstraite avec des grands exemples très vagues, mais vraiment pouvoir en faire une grille de lecture. Alors, j'en ai proposé une version, ça n'est qu'une interprétation très personnelle, mais ça pourrait peut-être être un peu mieux formalisé, a fortiori, comme tu suggérais, Séverine, si on avait des supports, des post-it et qu'on pouvait aussi prendre le temps. Hein. À mon avis, c'est une activité, c'est pas un truc qu'on fait en une demi-heure, c'est plutôt un truc qu'on fait en une après-midi et où effectivement, je te rejoins aussi là-dessus, s'il y avait eu la possibilité de discuter de vive voix, ça aurait quand même beaucoup simplifié les choses. Mais là encore, on est contraint par les outils. Oui, non, mais c'est déjà, ça donne une bonne vision de ce qui peut se faire pour vraiment une appréhension des données assez facile finalement et de prise de conscience par un exercice qui est simple en fait, d'exécution, je trouve. Et typiquement, l'un des trucs les plus basiques et les plus frappants qui m'apparaît, moi, à l'aune de cette méthode, c'est le fait que tous les services B2B qui se cachent derrière des interfaces consommateurs, finalement, nous sont quasiment invisibles avec des implications considérables. Au revoir Yanis, merci beaucoup pour ta participation. Merci Yanis, au revoir. Qui ont des implications qui sont négligeables, quoi. Typiquement, Strava, c'est vrai que ça a été une découverte et de la même manière avec Waze, il y a plein d'autres trucs. Enfin, donc, je pense que c'est une bonne, comme tu le dis, Séverine, c'est une bonne matrice d'exploration et c'est du coup un bon levier de découverte aussi. Et par ailleurs, je pense que sans exagérer, c'est quelque chose qui est accessible, y compris à des publics très peu initiés, y compris des scolaires, collège, lycée. Je pense que c'est un truc. En donnant quelques guides supplémentaires et peut-être des éléments de référence, c'est voilà. Après, juste une micro-parenthèse, parce que j'en ai discuté avec Anne Lord, spécialiste juriste RGPD chez Datactivist. Et c'est vrai que sur la question de la RGPD, il y a toujours cette notion de consentement qui est un préalable au partage de données. Mais en fait, ce qu'elle observait, c'est que souvent, on est sur du consentement mal informé, donc du consentement faussement explicite. C'est-à-dire que c'est l'idée d'un consentement explicite, sauf qu'en fait, le problème n'est pas le oui ou le non. Le problème est sur quelle base d'information on donne ou pas son accord à la réutilisation des données. Et finalement, c'est tout un problème majeur qui est aussi le problème du droit en général. Hein, mais c'est sur Doctolib, là, c'est intéressant justement l'article parce qu'ils en parlent effectivement parce que c'est induit en fait le consentement. Et ils disent que si par exemple toi tu veux récupérer parce qu'à bout d'un moment ton historique, tu dois plus le voir. Bon, moi, j'ai pas assez de recul sur Doctolib suffisamment en termes d'années. Tu ne dois plus le voir. Et si tu le demandes, tu reçois pas toute l'information. Il y a des gens qui l'ont fait et tu as que le minimum, quoi. Tu vois, par exemple, donc, typiquement. Et a priori, c'est accepté et autorisé par la CNIL. C'est pas très RGPD. Dans l'article, là, c'est intéressant, le truc que je laissais là justement de France Info. D'accord. Ouais, consentement, comme Jacques, consentement, acceptation. Ah oui. Et puis par ailleurs, consentement éclairé, information honnête et transparente. Enfin voilà, c'est des notions. Oui, tout à fait. Voilà, je vous renvoie. Tout à fait. Il y a une question d'éthique de la santé qui est majeure. Et plus récemment, dans le cadre des recherches, là, je suis tombé sur des articles assez fous. Et notamment, je vais vous en partager un qui m'avait vraiment un peu choqué. C'est une enquête récente d'un think tank norvégien, je crois. Et en gros, c'est sur c'est la Norvège. Et en fait, c'est d'un organisme régulateur. Il s'appelle Out of Control et c'est la façon dont des applications mobilisent des données personnelles et les revendent. Et je crois qu'il y a
dans le rapport, vous avez un chiffre complètement dément, sur le nombre d'applications qui ont accès aux données de manière non informée, enfin, de la part des usagers et des usagères. Voilà, c'est les 10 applications qui étaient étudiées transmettaient les données des utilisateurs et utilisatrices à 135 tiers différents qui sont spécialisés principalement dans la publicité et le profilage comportemental, avec notamment parmi les données, il y a des données extrêmement intimes comme les préférences politiques, les préférences religieuses, préférences sexuelles, sérologie, etc., etc. Donc des choses, usage de drogue, enfin, des choses extrêmement graves et qui intentent lourdement à la vie privée, et c'est quelque chose qui a été... et encore là, on parle de 10 applications, donc on est sur un échantillon extrêmement étroit. Voilà. Bien, ben merci beaucoup à toutes et tous. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré des méthodes, des réflexions, et puis aussi une vigilance générale. La plupart des papiers que j'ai cités sont en libre accès, à commencer par le papier titre Situated Data, ainsi que le livre Seeing Ourselves Through Data de Jill Walker-Edberg. Donc, alors tout ça est en anglais. Il y a plein d'autres références super intéressantes que je glisserai également dans la presse avant de la mettre en ligne et que vous retrouverez donc sur le site de Grand Poitiers de l'Infolab.